Le coronavirus nous promet encore de longues périodes enfermées à la maison. On avait eu du mal à passer les premières périodes de confinement. Et avec la deuxième vague qui avance et qui se profile de plus en plus fort devant nous, comment on va gérer tout ça? Le document. Trop de choses à faire parce que toutes les séries Netflix, je les ai finies. Les jeux vidéo, c'est répétitif, c'est toujours les mêmes jeux, toujours la même chose. Mathilde est en terminale. C'est à Rodez qu'elle est confinée. Chaque jour, elle reçoit ses cours à distance et ce n'est pas toujours simple. Enfin, déjà que les profs avant, ils savaient pas bien gérer l'ordinateur de leur salle. Là, ils nous envoient des tonnes de mails. Ils sont pas du tout coordonnés. On dirait ils se sont jamais parlé. Et voilà. Écoute Bernard, on est assez troublés par ces contradictions entre les uns et les autres, entre le système éducatif et les pouvoirs publics. On ne sait plus trop quoi dire à nos enfants. Est-ce que tu penses qu'il y a un camp qui a raison? Il y a ceux qui veulent minimiser les dangers du coronavirus, ceux qui veulent alerter, entre guillemets, leurs enfants. Alors, en vrai, j'ai une petite idée sur tout ça, mais moi, je préférerais plutôt qu'on essaye de voir le problème des parents qui vont se retrouver encore enfermés avec des enfants qui sont paumés. Parce que faut bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Vous le vivez au jour le jour. On les envoie à l'école, on les envoie pas à l'école. En capsule, pas de capsule. Avec un masque, pas de masque. La moitié de la classe, l'autre moitié de la classe. Et puis demain, on change les règles. Aujourd'hui, on leur dit, vous allez retourner maintenant à la maison enfermés pour au moins 15 jours, voire un mois. On va se retrouver enfermé avec des enfants qui ne comprennent plus rien. Or, les enfants se construisent à partir, c'est un principe important, à partir de cadres. Ils ont besoin de cadres. Il y a le cadre de la maison, il y a le cadre de l'école. Comme des fleurs dans un pot, elles ont besoin d'être dans un cadre qui les tient bien, qui connaissent, qui se familiarisent avec. Mais enfin, ça leur fait quand même des vacances. Alors, c'est ce qu'on se disait au début. Vous avez vu déjà que dans le premier confinement, il n'y a personne, si vous interrogez les gosses, qui ont pensé que c'était des vacances. C'est-à-dire qui, dans la définition, donnaient la définition de vacances à la période de confinement. D'abord parce qu'ils ont des cours encore souvent à l'école par Zoom, etc. Donc les enfants ne se voient pas en vacances. Ils ont des profs qui les regardent, qui les surveillent, qui leur donnent des devoirs, etc. Et en plus, parce que vacances, au contraire, ça veut dire dans la tête de l'enfant l'inverse de ça. C'est je peux sortir, je vais à la plage, je vais en ville, je mange dans des restos, je prends des pizzas. Et là, c'est l'inverse. C'est finalement, je suis confiné, je reste à la maison, Alors, Shabbat, c'est sympa quand on fait Shabbat, etc. Un jour dans la semaine, mais 2 jours, 15 jours, un mois, c'est juste injouable. Donc, on l'a vécu avec le confinement, on a essayé de leur expliquer, écoute, c'est dangereux, mais c'est pour nous protéger, ça va passer, et là, ça passe pas, et ça revient. Donc, comment on aborde maintenant de l'intérieur, comment on va gérer nos enfants, sans avoir l'impression de répéter les premiers slogans de « c'est important, mais ça va passer, c'est pour pas repasser aux autres ». On a compris tout ça, ils avaient compris, et en plus, ça les console pas obligatoirement, ils doivent s'occuper au jour le jour. Comment on va faire ça? Quel est votre secret, vous, Johanna? Comment vous gérez ça? Non, si tu veux, il y a le sujet de la confiance, c'est-à-dire que les enfants, même nous, en fait, nous-mêmes, on avait confiance dans les pouvoirs publics, on avait confiance dans le système éducatif, et d'un coup, on doit tout remettre à niveau. Et on doit se reposer la question en qui on a confiance. Ça se complique, j'ai envie de dire, quand par exemple, si tu vas chez la mamie et que le gosse il dit à la mamie je te fais pas de bisous, c'est interdit, et que la mamie elle te dit mais mamie elle ne va jamais tomber malade, et donc du coup le gosse il comprend plus, qui ment, qui dit la vérité, donc mais on mamie sait n'est plus pas trop. malade. Ouais, et après on comprend évidemment que les grands-parents ont besoin de câlins, etc. des enfants. Donc le vrai sujet c'est comment les immuniser face à la perte de la confiance. Dans un environnement qui finalement remet notre confiance dans les choses en question. C'est sûr que c'est déjà une question pour nous adultes. Alors déjà dans le premier confinement, on avait déjà la problématique de nous, on était en confiance, on disait, bon, il y a des gens, ils savent ce qu'ils font, etc. Et je pense que c'est une ligne, de toute façon, qu'on a intérêt un peu à garder, parce que si nous, on a un doute, alors au niveau éducatif, ça va être une catastrophe. C'est-à-dire, si l'enfant voit dans le fait que tu dis, non, mais c'est important de rester enfermé, que tu n'y crois pas du tout, que vraiment, ça te saoule à un niveau non, mais on ne sait pas. De toute façon, je pense que personne ne sait. C'est ça la vérité. Justement, je pense vraiment que notre problématique à nous, beaucoup plus que de leur expliquer ce que le gouvernement a raison, est-ce qu'il fait tout ce qu'il faut, l'enfant s'en fout. En plus, concrètement, lui, il veut savoir qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait demain, comment on va remplir tout ce temps-là, comment on fait quand on est enfermé dans la maison. Alors, par exemple, je vais prendre un exemple concret. Moi, je suis pour utiliser d'abord
toute la marge que les décisionnaires vont nous donner. C'est-à-dire, si on nous dit, vous avez le droit de sortir à 500 mètres de la maison, ne laissez pas vos enfants enfermés toute la journée dans la maison. On va trouver des activités. 5 fois 500 mètres. On va trouver des jeux, on va trouver des activités, on va trouver des sorties. Dans le rayon des 500 mètres, on va en profiter. Parce que demain, on peut nous changer ça à 50 mètres, comme ça a été, à 20 mètres de la maison, pas du tout. Donc, on a intérêt, tant qu'il y a un peu de latence, à en profiter et à tirer. Mais je pense qu'il va falloir surtout faire un peu ce que le psychologue Frankel racontait, c'est-à-dire commencer à blinder nos enfants de l'intérieur. Et je vais expliquer cette notion un peu. C'est-à-dire vraiment, il va falloir commencer à travailler sur la résilience. On en avait parlé un peu dans une autre émission, la résilience de l'enfant par rapport à des situations qui bougent, où justement tu perds tes repères, tu perds un peu tes convictions, les choses qui te semblaient très sûres aujourd'hui sont ébranlées, l'école qui était un cadre où tu grandissais, elle joue plus du tout cette fonction actuellement. Et donc, comment tu gardes une ossature, même mentale, assez forte pour pouvoir surfer, on en avait parlé un peu, sur les vagues de ce qui arrive. Et aujourd'hui, il y a des vagues de 20 mètres, il y a des vagues de 2 mètres, il y a des vagues de... On n'arrive pas du tout à gérer, il n'y a même pas une régularité dans les vagues et dans les changements de directives. Donc, comment on fait pour que notre enfant soit, et nous-mêmes d'ailleurs, et quel travail on va faire pour pouvoir surmonter tout ça en le prenant presque comme une épreuve ou une préparation. Vous savez, il y a des épreuves physiques, par exemple, c'est pour se préparer pour les Jeux Olympiques. Il y a des épreuves. Comment on fait pour dire, au lieu de prendre ça comme des gifles à chaque fois, oh, encore c'est interdit, oh, encore on va nous enfermer, oh, encore on va nous coincer, comment je fais un travail interne sur mes enfants, et là je vais passer bientôt de la philosophie au concret, pour que mon enfant voit au contraire ce qui se passe comme une espèce d'entraînement. Entraînement à quoi ? Je vais vous donner un exemple qu'on faisait. Je me rappelle qu'il y avait des colos, les gosses venaient et disaient « Ouais, c'est trop dur ». Il y avait un camp itinérant, il fallait marcher 20 km dans la journée. Et il y avait les gosses qui venaient et disaient « C'est beaucoup trop, on n'arrive pas, j'ai des ampoules dans les pieds, j'ai mal, mon sac, c'est dur, etc. » Et donc, on s'était assis avec les animateurs, on avait décidé d'en faire un jeu. C'est-à-dire que la marche devienne une épreuve de gladiateur qui arrive à aller jusqu'au bout, qui prend plus de sacs, même sur le dos, qui va être celui qui sauve les autres quand il y en a un qui ne peut plus porter et qui prend et qui est mis à riguer vert, qui c'est le plus fort. Et en fait, à partir du moment où c'était devenu un jeu, une épreuve, tout le monde marchait beaucoup mieux. Mais il ne s'était même pas rendu compte, les types, mais tout le monde voulait montrer que lui, il était capable d'arriver au bout. Et quelque part, dans l'histoire du corona, il y a une espèce de responsabilisation. C'est-à-dire, au lieu que ce soit nous, les parents, qui vous rassurions tout le temps, qui vous parlaient, venez, on va réfléchir ensemble, on va travailler sur comment on passe ça, un peu comme si on était jeté un peu en mer et qu'on avait un radeau. Est-ce que chacun, il essaie de prendre de plus de place, et la plus d'eau qui reste, et se le garder, se l'approprier, ou comment on réfléchit à un système qui va nous permettre tous de nous en sortir, et peut-être de même kiffer cette période sur le radeau comme étant une expérience de la vie un peu intéressante et un peu... Et je pense que le défi, il est vraiment là, le défi qui attend les parents et les enfants, il doit être complètement commun. C'est-à-dire, quelque part, il va falloir même commencer à rayer un peu les différences. Je suis ton parent, je suis en maîtrise, qu'on essaie de faire passer un peu la plupart du temps. Ouais, moi, comme si on avait le contrôle, ouais. Je sais un peu, j'ai pas plus le contrôle que toi, mais d'un autre côté, je suis pas en panique non plus. Mais vu qu'on n'a plus le contrôle, bien, on essaie d'en profiter d'ailleurs pour trouver une petite façon de faire, une petite technique, un petit jeu qui nous permet d'être un peu à égalité. Les deux, on n'a pas le contrôle, on a une perte de contrôle, on ne tient plus l'embarcadère, mais la chose sur laquelle on a le contrôle, c'est nous. C'est-à-dire, nous, comment on réagit. Je voudrais quand même préciser qu'on est différent par rapport à ce besoin. Il y a des gens pour qui le besoin de sécurité, de contrôle est primordial dans leur personnalité, tandis que d'autres prennent plaisir au changement et à l'inconnu. C'est vrai, mais il faut savoir que les enfants, et c'est un peu le rôle des enfants, les enfants souvent voient leurs parents comme étant le grand timonier, celui qui tient la barre du bateau. On peut aller dormir, on sait que ça va aller nulle part, ça va être tenu, ça va être rangé, on participe, on fait, on aide, mais en général, ils maîtrisent. Alors, il ne faut pas les faire descendre de leurs rêves, même quand vous serez en panique. Enfin, c'est dans l'idéal. Là, tu parles de la maison des Blonds, là. Non, je parle de
idéal dans la tête de l'enfant comme il aimerait que ça soit. C'est-à-dire D'accord. avoir des parents qui sont en maîtrise, on parlait Qui la dernière gère fois du tout, budget, tout est nickel. qui gère tout va. Et souvent, c'est pas comme ça. D'un autre côté, on a un peu peur de leur dire, tu sais, je gère pas une miette, je suis complètement à la masse là, je suis perdu comme toi dans le corona parce que c'est pas le rôle de l'enfant non plus de gérer pour toi ou de te remplacer. Par contre, c'est intéressant de faire une espèce de chitouf peoulade, de collaboration en disant, écoute, moi franchement, deuxième confinement et tout, j'arrive plus à retrouver bien le Nord. Par contre, peut-être on profite de cette situation où on est ensemble, finalement, même si c'est imposé, etc., pour réussir un truc, on n'arrive pas obligatoirement le reste de l'année, c'est-à-dire vivre ce ensemble comme étant un plus dans notre vie. Un truc dont on se rappelle demain, dans 10 ans, comme étant une période qui a été exceptionnelle. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour qu'elle devienne exceptionnelle ? Et je pense que le grand défi un peu des parents, c'est un peu, vous savez, comme le défi de la feuille de papier. J'ai une feuille de papier, il y avait un jeu comme ça auquel on jouait avec les enfants dans le temps. Qui arrive à faire de cette feuille de papier le meilleur jeu, le truc qui va nous permettre de jouer le plus longtemps? Eh bien, on s'aperçoit quand on joue à ça... Qu'une feuille de papier, sans rien d'autre. Qu'au bout d'un moment, les enfants ont des jeux incroyables. Ils vont en faire une espèce de roue colorée avec des missions, des trucs comme ça, pour peu qu'on leur lâche un peu la bride, qu'on laisse l'imagination. Et là, dire franchement, j'ai pas plus d'idées que vous obligatoirement. Oui, je suis toujours là pour gérer la nourriture, on aura de quoi manger pendant le confinement. Je suis toujours là pour payer le loyer, on aura de quoi... Mais pour ce qui comprend toutes les histoires d'ambiance à la maison, de qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire, d'emploi du temps, de gérer, de mettre des capsules, alors là, peut-être on va répartir des responsabilités. Toi, tu es responsable de la tranche 8h, 10h, moi de 10h et tout, et je prépare... Leur donner un rôle actif, en fait. Je prépare une vraie activité, de vraies idées, peut-être même si on décide de voir un film, il y en a un qui va s'occuper des pop-corn, un des trucs, mais vraiment des vraies responsabilités. Prenez ce créneau, parce que moi, je ne peux pas gérer 24 heures à la maison, il est hors de question que... Et en fait, dans ce changement de rôle, on en avait parlé dans une autre émission, mais de je subis la situation à je la maîtrise et je la façonne un peu, eh bien, pour l'enfant, ça va être une période beaucoup plus sympa, beaucoup plus riche, à partir du moment où il a un rôle actif. La chose à absolument pas faire... Mais non. Alors, la chose à absolument pas faire, Johanna, ça va être d'abord de tomber en dépression, de paniquer, de montrer soi-même... C'est quelque chose que tu peux dire ne pas faire. Il y a quelqu'un qui tombe en dépression, tu peux Eh bien, pas ça dire va être quand même de notre Attention. responsabilité. C'est-à-dire de ne pas nous laisser, nous, aller à des sentiments trop forts. Gérer ses propres émotions dans un premier temps. Gérer vraiment l'émotion, gérer le stress, Pas de panique. aller sur les sites internet, aller voir comment on gère le stress. Il y a des exercices, il y a des bonnes pensées auxquelles il faut penser pour faire descendre le niveau de stress. Faites du yoga avec les enfants le matin. Il y a un tas de trucs à la télé très très sympas, des trucs qu'on peut télécharger sur internet. Nous, on a fait pendant le dernier confinement à la maison une demi-heure de danse tous les matins avec les présents. Et franchement, c'est un truc qui donne, d'abord qui donne un plus à la journée, parce qu'on ne faisait pas ça avant le confinement. Donc, ça a rajouté quelque chose de sympa, une activité qu'on fait ensemble et tout. Et en plus, il y avait des fous rires, et c'est des trucs importants, parce que c'est des choses qui permettent de faire descendre le niveau d'angoisse, le niveau d'internement, etc., quand on est bloqué. Évitez d'être les gens en panique, parce que malgré tout, l'enfant vous voit encore comme le grand timonier, le type qui a la barre dans les mains, même si il faut lui montrer que oui, je veux te passer des responsabilités, je veux te passer beaucoup de responsabilités même, parce que tu as un rôle important et je te vois comme super central, même dans pas être un suiveur, mais être une locomotive. Ça va être très important. Le bon conseil... Alors, Johanna, peut-être profiter de cette rubrique pour glisser notre petit point. C'était une question, mais ça va ouvrir d'autres sujets. On n'a pas le temps. Ce que je voudrais dire, ce que moi je retiens, c'est que finalement, c'est ce manque de confiance, cette incertitude. Peut-être qu'on doit apprendre à l'accepter, que ça fait partie de la vie finalement, d'accepter cette incertitude, d'en faire peut-être une force aussi, puisque ça fait aussi partie de l'essence de la vie. Et il y a peut-être même un peu de pile-pelle, il y a un côté intéressant de se dire, allez, on ne sait pas c'est quand le prochain confinement, on ne sait pas comment les choses vont tourner. Donc, accepter ça et en même temps, essayer
de donner aux enfants l'endroit où ils peuvent eux-mêmes se poser des questions sur Alors, je suis tout à fait d'accord avec même la gestion des incertitudes. Vous savez que la plupart des jeux, même les jeux vidéo auxquels jouent vos enfants, sont basés aussi sur une partie d'incertitude. C'est-à-dire, il va falloir gérer des personnages qui apparaissent et qui veulent vous courir derrière, des trucs. Et finalement, ça met effectivement beaucoup de piment à la vie. Ces petites incertitudes qui sortent, ces petits trucs qui a priori sont pas gérables, pas facilement, et au contraire sont des défis. Et en fait, transformer les incertitudes un peu en défis, en petits obstacles qu'on va passer, c'est tout le kiff d'ailleurs de la course à obstacles, de pouvoir faire des petits sauts jusqu'au moment où tu as la technique du coureur qui passe les obstacles de plus en plus facilement, et au bout d'un moment tu lui enlèves les obstacles et il a perdu du goût à la course, et je pense que c'est très intéressant comme approche. Merci pour cette remarque, je pense qu'elle est fondamentale. Apprendre à faire avec les aléas de la vie et les rendre des petits trucs qui justement la rendent jolie, la rendent sympa et originale. Surtout avec beaucoup d'humilité, j'ai envie de dire. La forêt at school les Anava, quoi. Alors, il faut traduire pour nos auditeurs. De transformer comment tu vas dire, le T-School Transformer en vrai presque la petite déprime. La frustration en humilité, c'est-à-dire en lâcher prise. Plus que d'humilité, lâcher le contrôle, c'est une force aussi de lâcher prise, c'est-à-dire de savoir que des fois, lutter des fois contre un courant, c'est au contraire t'épuiser, laisser des forces, alors que te laisser glisser, vous savez, je vais conclure sur ça, vous savez qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte dans les noyades, quand il y a un tourbillon qui vous entraîne, etc., que ce qui peut sauver des vies, c'est le lâcher prise. Celui qui lutte contre le tourbillon va épuiser ses forces, et au bout d'un moment, il va se faire entraîner. Celui qui se laisse entraîner et attend que la force passe, il a gardé le gros de ses forces et il remonte et il arrive à sauver. Aujourd'hui, c'est enseigné dans les écoles. Comme quoi, si on enseigne ça au niveau éducatif, ça peut aider. Merci d'avoir été avec moi, Johanna. Merci aux techniciens. Merci à toute l'équipe de Studio Qualita. Et merci à vous, chers auditeurs, d'être avec nous chaque semaine. À la semaine prochaine. Au revoir.